qu'il fallait que je commence par dire bonjour. Bonjour. Donc comme elle vous l'a dit, je m'appelle Christophe. J'aime beaucoup la science-fiction. Et j'aime beaucoup l'histoire. La science-fiction parce que, en imaginant l'avenir, elle me permet de penser le présent. Et l'histoire parce que, en comprenant mieux le passé, ça me permet de comprendre le présent. J'aimerais commencer par vous proposer une petite expérience ensemble, que nous nous plongions un petit peu, nous tous, dans un moment de science-fiction. Ça vous dit ? Alors on peut le faire d'une façon un peu particulière, on pourrait y mettre de la réalité virtuelle. C'est chouette la réalité virtuelle. C'est chouette ce truc. On fait du vrai mais en faux. C'est bien. Ouais, c'est un peu fort. Moi aussi je l'entends. Ouais. Alors, cherchez pas sous vos sièges, il n'y a pas de casque de réalité virtuelle. Ben, Ça va pour toi? Ça va pour toi? Par contre, on va se servir d'un autre type de casque de réalité virtuelle. Vous l'avez tous, depuis votre naissance, en kit. Dans le jargon technique, numérique, on appelle ça une paupière. T'as compris? On va balancer une bande son, ça va être notre expérience de science-fiction. Et si vous le souhaitez, vous allez juste fermer les yeux. Et vous allez voir comme par miracle des images. Si on veut aller plus loin, on va pouvoir faire de la réalité virtuelle augmentée. À ce moment-là, vous vous donnez les mains. Et vous allez sentir l'expérience de l'autre. Ça va? On le fait ensemble? Thierry, c'est quand tu veux. Un nouveau coronavirus fait craindre une épidémie mondiale. 3 cas ont été détectés en France. Un patient est hospitalisé à Bordeaux. Dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. À partir de lundi, le service public de l'éducation se réorganise. Le premier pilier, c'est que les écoles et les établissements sont ouverts en tant que bâtiments. Le second pilier, c'est l'enseignement à distance qui est assuré par les professeurs. En réalité, tout le monde reste au travail. Nous y sommes prêts, nous avons tous les éléments pour cela. Nous y sommes prêts, 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 nous y sommes prêts. Vous imaginez si ça arrivait, un truc comme ça? Ce serait complètement fou. Ce serait complètement barré. Un virus arriverait comme ça, on sait pas d'où. On nous enfermerait tous, chacun chez soi. Je sais pas, tu restes là. Les écoles, on les ferme. Les universités, on les ferme. On met tout le monde à distance. L'enseignement à distance, tout le monde. Bon, le ministre de l'Éducation, il viendrait comme un sage mécanique, vous savez, il nous dirait on est prêt. Vous tous là, vous diriez ah non, pas nous. Et puis, qu'est-ce qui se passerait? Ça durerait des plombs ce truc-là, quoi. Des plombs, on sait même pas quand est-ce que ça s'arrêterait, on s'habituerait à ce machin-là. Et le ministre, il viendrait nous dire non, ça va, il n'y a pas eu d'abandon. Ah non, c'est juste la petite Cybette, elle est pas venue parce qu'elle savait pas mettre son masque, c'est tout. Alors. Et puis le ministre, il nous dirait non, on a les chiffres. Tout le monde est là, on n'a perdu personne. Ah oui. J'ai perdu le son. Et il nous dirait, mais on a les chiffres. Les chiffres nous le disent. En fait, ce qui s'est passé, les résultats scolaires sont meilleurs que l'année dernière. Il nous dirait ça. Ce serait fou. Si ça arrivait, un truc comme ça, moi, ça me foutrait une angoisse. Ça me foutrait une angoisse parce que, voyez-vous, moi, je suis spécialiste de l'enseignement à distance. On appelle ça un ingénieur pédagogique. Là, si vous fermez votre paupière, vous pouvez voir la cape dans le vent. Et c'est parce que je suis ingénieur que, comme tous les ingénieurs qui se respectent, au bout d'un moment, ils comprennent que
Ça marche pas leur métier. Tu connais ça? Ça marche pas. Et pour moi, ben, c'est pas que mon métier qui marche pas. C'est l'enseignement à distance tout court. Pourtant, j'ai cru à ce truc. J'y ai vraiment cru. Cette croyance-là, parce que c'en est une, au fond, je l'ai eue. Enfin, mon parcours là-dedans a ressemblé un peu à ma croyance en Dieu. Quand j'étais enfant, j'allais au catéchisme. Tous les mercredis, les sœurs nous racontaient l'histoire d'un type, j'adorais ça. Un type là, qui se baladait sur les chemins pour dire aux gens, leur raconter la possibilité d'un autre chemin. Ah, j'aimais bien ça. Alors je croyais, je pense qu'on peut dire que je croyais, mais je percevais moins l'histoire de l'autre type, son père. Je sais pas, il y avait comme une distance. J'avais une perception, quoi, je le sentais pas. Vous comprenez ce que c'est de ne pas sentir quelque chose dans son corps? Il était loin, enfin, tellement loin pour... Est-ce qu'il existe vraiment? Voilà. Je sentais pas le truc, quoi. C'est pour ça que je priais pas. Je voyais pas le sens. Et les sœurs nous disaient, mais c'est ça la foi. C'est croire sans voir. Et ils nous disaient aussi que la prière, elle sert à ça. Elle sert à nous adresser à lui, et là, on le sentira là dans le cœur. Il vous parlera. Okay. Alors un soir, j'ai 10 ans, mais je m'y mets. On va rester idiot, on va voir si ça marche. Notre Père, qui est aux cieux, que... Non. Non, ça va pas. On est des millions là, à envoyer à notre Père. Le type, là, il va mettre ça tout de suite dans ses spams. Qu'est-ce que je peux bien dire? Ah, ok. Je ne demande rien pour moi, mais protéger ma famille. Du premier coup, jackpot. Si, du premier coup, j'ai ma réponse. Et le lendemain, tout de suite, le matin, une réponse. Oh. Une réponse. Ça ressemblait plus à un coup de fil, en fait. Ma grand-mère qui nous appelait. Et elle nous appelait pour nous dire que mon grand-père était mort dans la nuit. Là, on doute, quoi. Là, il s'installe, le doute. Là, ça a été le début d'une déconstruction, quoi. J'ai déconstruit une croyance. Ça a mis des années, il a 10 ans, vous imaginez. Et surtout, avec cette déconstruction, j'en ai construit une autre, quoi. La croyance de mon athéisme. Mais c'est pas facile d'être athée. Vous savez, on passe par « ouais, je suis agnostique ». Et donc, il a fallu assumer ça. Assumer de ne pas avoir la foi, de ne pas croire, d'être athée. Assumer d'être. Ben, c'est ça qui s'est passé pour moi et l'enseignement à distance. J'ai cru. Et puis, il est essentiel de commencer par dire que ce que je crois fondamentalement, c'est que l'enseignement à distance, l'école numérique, c'est une énorme dépossession programmée des savoirs, de leur transmission et du travail. Chaque mot est important et je le répète. Une dépossession, elle est programmée. C'est celle des savoirs, de leur transmission et du travail.
Là, j'ai besoin de voir. Mon histoire commence le 7 janvier 1980. J'ai alors 7 ans. Et je regarde pour la première fois sur les téléviseurs noir et blanc familial celui qui va devenir mon premier héros, Albator. Lorsque je regarde Albator à la télévision, je suis Albator. Le pirate de l'espace. À bord de mon vaisseau, le bel Atlantis, avec mon équipage, je parcours la galaxie en quête de liberté pour toute l'humanité. L'homme a conquis la galaxie, exploité les planètes, les ressources, construit des machines, des robots. Toutes ces machines servent l'homme. Enfin, plutôt une partie de l'humanité. Le gouvernement de la Terre ne s'occupe pas des petites gens. Ils préfèrent vivre dans l'oisiveté, jouer au golf, au tiercé. Il y a autant de classes sociales que de lettres de l'alphabet. Et moi et mon équipage, nous faisons partie de la classe Z. Pour nous, pas d'échappatoire, on ne remonte pas. Et moi, capitaine Albator, je suis le seul à voir arriver le danger. Les Sylvidres, des êtres humanoïdes prêts à nous conquérir. Il y a un deuxième début de mon histoire. Je dois avoir 14 ans vers là, et je commence à entraîner au basket les petits. Je vais faire ça longtemps, et dès le départ, je m'éclate. J'adore ça. J'adore entraîner, enseigner, donner, quoi. Ce que je comprends, c'est que l'enseignement, c'est donner. Donner de soi. C'est être un corps dans un espace parmi d'autres corps. Et ça m'éclate. Je vais garder cette idée-là en tête, vouloir enseigner. J'irai pas vers l'enseignement, je ferai d'autres choix, mais voilà, je vais aller à l'université en tant qu'étudiant. Et puis, sans savoir que faire réellement de ma vie, à ce moment-là, en fin de mes études, Chirac n'avait pas encore abandonné l'idée du service médical. Militaire pour moi, c'était pour ceux qui allaient suivre, et donc moi, je devais faire le service militaire. Non. Non, je porte pas les armes. Je porte pas les armes. Les armes, c'est pour tuer des gens. Je tue pas des gens. Donc, je fais objecteur de conscience. L'objection de conscience, c'est refuser de porter les armes, c'est aller dans une asso, une administration, peu importe, là où on veut bien de vous pendant 20 mois, et puis faire le bus autrement que faire des rondes et porter les armes. Je fais ça et ça m'amène à mon premier emploi à la sortie. Je vais travailler dans un centre social en tant que, en tout cas pour ma première mission, formateur en informatique pour adultes. À peine 25 ans, je vais former des adultes 2 à 3 fois plus âgés que moi. On est dans les années 1999. Et là, il faut que je revienne en arrière parce que, vous voyez, j'ai oublié. Comme quoi, c'est pas grave de se tromper. Albator. C'est quoi Albator? Je suis né en 73. Pour tous ceux qui sont nés dans les années 70 et 80, on avait un horizon. L'an 2000. L'an 2000, pour nous, c'était le progrès. La technologie qui arrivait, elle frappait aux portes. On la voyait venir, et pour nous, l'an 2000, c'était les voitures qui volent, les vaisseaux spatiaux qui venaient à notre rencontre. C'était ça l'an 2000 pour nous, c'était le progrès pour tous, pour toute l'humanité. C'était progrès technologique égale progrès. Le partage. On vit mieux.
Et on avait cet horizon-là. La technologie va venir dans ma vie. Elle va s'inviter, elle dira rien, hein, elle va venir, elle va frapper à la porte, mais elle rentre toute seule. Hein. En 1982, à la maison arrive le premier téléviseur couleur. Je vais voir pour la première fois Albator en couleur. En 84, je crois, je vais avoir mon premier Walkman. Vous savez, ces appareils-là, qu'on pouvait mettre à la poche, dans laquelle on mettait une cassette à bande pour écouter de la musique, avec un casque. Moi, quand j'enfourchais mon vélo, avant ça, je prenais mon Walkman et je le mettais là, et je roulais, quoi. C'était chouette. En 89, je pense, on a notre premier micro-ordinateur qui arrive à la maison. Un MO5 de la marque Thomson. Je ne sais pas si vous savez, mais c'est les mêmes qui avaient envahi les collèges cette année-là parce que le gouvernement avait décidé d'en acheter à la marque Thomson pour tous les collèges. On a mis du MO5 partout, du TO7, des petits ordinateurs qui ne servaient à rien du tout en fait. Hein. Et puis les profs n'étaient pas formés pour, donc en fait ils sont morts dans des placards, des greniers ou des caves. Très vite. Hein. Pas le mien. Le mien chez moi, tous les soirs il servait. Je rentrais de l'école, du collège, j'allais dessus, je programmais. Je lui envoyais des informations, dis donc, et lui là, il me les renvoyait. Il me parlait, il me répondait. En 93, c'est mon premier PC que j'ai. Le vrai PC, le PC 286, 2 mégas de RAM, 20 mégas de disque dur. Si vous n'avez rien compris à ce que je vous ai dit, vous prenez le plus petit des smartphones que vous avez dans vos poches. Celui-là est 1000 fois plus puissant au moins que mon ordinateur de l'époque. En 97, je découvre Internet. Et en 99, Internet, il est chez moi. L'an 2000 n'est pas encore là, et les promesses, elles sont là. Bon, par les voitures qui volent. J'en reviens donc à ma deuxième histoire. Dans ce centre social, je donne des cours d'informatique à des adultes. C'est génial. On est là en 99, 2000. Internet, les gens n'ont pas encore à la maison. Hein. Je suis un énergumène. Hein. Et eux, ils découvrent ça. Ils ont des ordinateurs qui ne fonctionnent pas bien, qui sont lourds, longs à démarrer, difficiles à utiliser. Et puis, ils ont besoin qu'on leur apprenne ça. Quoi. Et ils ont peur. Ils ont peur parce que la technologie arrive dans leur vie et eux, ils n'étaient pas préparés à l'ordinateur. Quoi. Et il y a une injonction à ça. Ils reçoivent une injonction. Vous devez utiliser un ordinateur. Quoi. Et donc moi je suis là et je vais les accompagner pendant 10 ans à apprendre l'informatique. Et ce que je vais comprendre, c'est que, le corps dans l'espace et tout, non, mais quand vous le faites derrière un ordinateur et que la personne que vous devez former, quand vous ne voulez pas perdre son regard et qu'elle est là derrière un écran, elle doit faire ça. Ou alors c'est à vous de vous déplacer et de perdre personne de vue. Jamais. Jamais personne. Personne ne doit être seul. Et donc pour ça, je tourne, je bouge, sans les saouler bien sûr, mais je passe derrière eux. Et j'apprends ça, j'apprends à former quelqu'un dans un espace, quel qu'il soit, en respectant le regard. Et d'ailleurs, je les mets par deux. Ils sont à deux derrière un ordinateur, c'est beaucoup plus facile de travailler à deux. Ah ouais, si on a un peu peur, on regarde l'autre, qu'est-ce qu'il fait, de bien, de pas bien. Comment est-ce qu'on peut être rassuré aussi. Et c'est ça que je vais faire. Je vais adorer ça. Et au bout d'un moment, on s'ennuie quand même au travail. Et puis j'ai envie de voir autre chose. J'ai envie de gagner de l'argent. Par exemple. Et j'ai surtout envie que mon savoir soit reconnu. Et je vais me former à l'enseignement à distance pendant 18 mois. À distance. J'ai mes notes là, vous avez vu? Vous avez vu que je trichais? J'ai triché en Master 2. Je suis fier. Ah ouais, c'est n'importe quoi l'enseignement à distance. On peut tricher comme on veut. Hein. Parfois. Là, en l'occurrence, c'était l'anglais. La prof me dit, voilà, je veux savoir comment vous parlez. Et donc, vous préparez un texte
que vous me lisez, vous ne le lisez pas, pardon, vous m'improvisez ce que vous avez à me dire, et vous vous filmez. Toi, t'as pas vu mon niveau d'anglais, quoi. Bon, comment on fait? Bon, je programme. Comment on appelle ça? Un prompteur. Je programme un logiciel qui me met un prompteur sur mon écran, face caméra, puis je mets mon clavier par terre et je programme le logiciel pour qu'il fasse des pauses et des lectures quand j'appuie sur la touche espace. J'apprends par cœur un texte, j'apprends par cœur les prononciations. 18. Voilà, c'était pour vous dire que je trichais. Et puis donc, j'obtiens mon Master 2 et je me fais embaucher à l'université en tant qu'ingénieur pédagogique. Le recrutement lui-même est assez intéressant. Pour moi, je l'ai trouvé très intéressant. Vous direz ce que vous en pensez. Pendant 1 an, si vous voulez, je vais faire plein d'entretiens et ça m'ennuie beaucoup. Au fur et à mesure, j'en ai un peu marre. J'en ai un peu marre parce que c'est jamais moi pendant ces entretiens. Je n'arrive pas à être moi-même. Je renonce à qui je suis pendant un court moment devant des personnes et j'accepte de mettre une chemise, alors que moi une chemise, j'aime pas, je suis pas bien, je transpire, je suis pas à l'aise, puis c'est pas moi quoi. Et là je me dis, non mais cet entretien on l'a eu pour toi là. Là ce qu'il te demande là de faire, c'est d'embaucher. C'est toi, c'est ce que tu veux. C'est exactement mon profil. Alors je décide de ne pas accéder aux injonctions qu'on me propose de suivre. La première, c'est que je viens en t-shirt. Ils me prendront pour qui je suis. Ils vont m'embaucher parce que je suis Christophe. Pas parce que je leur ai dit que j'étais peut-être quelqu'un d'autre. Je viens en t-shirt. Et la deuxième injonction, c'est utiliser un PowerPoint pour vous présenter. Non. Moi, si je me présente, je me présente. Je ne vais pas utiliser un PowerPoint pour me présenter, je suis là. C'est idiot. Je l'ai utilisé PowerPoint. Hein. Pendant 10 ans, j'ai eu l'occasion d'essayer de le tester. J'aime pas ce truc. Ah ouais, le PowerPoint, c'est quoi? Je suis là. Je suis l'enseignant, vous avez les je sais pas, collégiens, ça vous va, collégiens? C'est un bel âge? Vous suivez un cours, là, comme ça, avec quelqu'un, là? Si je me mets là, vous le suivez? Pas mieux, hein? Pourquoi? Parce que je vous regarderai pas, moi. Moi, je serais attiré par ce truc. Je serais là tout le temps, en permanence, à lire ce que j'ai préparé qui allait se passer. Un cours, c'est pas ça. Un cours, c'est ce qui se passe. C'est pas préparer ce qui va se passer. À quoi il sert le PowerPoint? À rien. Sinon, à me priver, moi, de mon libre arbitre d'être enseignant. Et à vous, de votre libre arbitre, d'être des collégiens qui ont le droit de vous poser des questions au moment où vous l'avez décidé, pas au moment où le PowerPoint va le décider pour vous. Non, non, je fais pas de PowerPoint. Mais, je suis ingénieur pédagogique ou pas? Alors, le numérique, ça me connaît. Je vais quand même utiliser un logiciel. Et un logiciel que j'aime assez parce qu'il me permet de dire ce que j'ai à dire, et c'est lui qui suit. C'est pas moi qui le suis lui. Et ça va plaire à Francis. Francis, c'est l'un des examinateurs. Pardon. Je sais même pas comment on dit. Pardon. Je suis dyslexique, et depuis quelques années, j'oublie les mots. Vous comprendrez alors. Bref, j'ai 2 personnes en face de moi, Francis et Berthier. Et Francis, lui, il accroche à mort. Il est enseignant-chercheur, Francis. Il est enseignant-chercheur et c'est lui qui voulait mon poste. C'est lui qui voulait qu'on améliore la qualité pédagogique, la qualité des enseignements dans son université. Il en avait marre que les profs ne soient pas formés. Il en avait marre qu'ils disent, allez, utilisez des logiciels, les profs, allez-y. Et qu'on ne les forme pas et qu'on ne leur explique pas à quoi ça sert et est-ce qu'on en a besoin vraiment, quoi. Et lui, il se disait, ben non, non, non. Il y a l'enseignement, il y a la pédagogie, et si on a besoin du numérique, on viendra vous voir. Et c'est pas à vous, service informatique, de vous dire, voilà, on vous met des logiciels, utilisez-les. C'est le principe.
Et moi, je suis là pour ça et je crois en ça. Et du coup, on se parle tous les deux, Francis et moi. Et le logiciel que j'ai utilisé, pendant 20 minutes, il va me questionner là-dessus. Sur mes choix, est-ce que j'ai pensé à d'autres logiciels? Est-ce que même j'ai pensé à ne pas utiliser de logiciel? Pourquoi pas PowerPoint? Vous voyez? Et on parle. Berthier, lui, il parle pas. Oh, il essaye de me démonter un peu, hein. Il n'aime pas que je... Voilà, il voit bien que ça ne passe pas entre nous. Il essaye de me démonter, et puis il essaye de me poser des questions, comment vous dire, des questions un peu livre pour les nuls, si vous voulez. C'est-à-dire, monsieur, je fais croire que je sais quelque chose, mais en fait, je connais rien au domaine, quoi. Donc, bah, j'y réponds par du vécu, et ça passe, voilà, café crème, quoi. Berthier, comment vous dire? Bah, lui, ouais. Lui, il aime les chemises et les PowerPoint, quoi. C'est pas anodin que je vous parle du PowerPoint, parce que ce que j'ai compris, après, vous voyez, je parle PowerPoint et je me retourne vers lui. Hein. Parfois, ça marche pas, c'est pas Ce que j'ai compris avec le PowerPoint bien plus tard, c'est que ça allait au-delà de ce que je croyais déjà à l'époque. PowerPoint, si vous voulez, c'est l'appendice de ce que je donne à voir. Je suis l'appendice de ce que je donne à voir. Je deviens lui, quoi. Je me fonds en lui. Et ça va pas. La deuxième chose bien plus importante, c'est que PowerPoint, comme je pense, moi, tous les outils numériques qu'on utilise dans l'éducation, ça manifeste le plaisir du prof d'être remplacé. On aime bien se cacher derrière cela, on est rassuré. On n'a pas besoin de passer une heure de cours à ne pas savoir ce qui va se passer. On peut se cacher derrière lui, on a tout préparé, on n'a plus qu'à le lire, quoi. Puis le reste, on se rassure, on se cache. On a envie d'être remplacé, en fait. Parce que c'est pas ça notre boulot quand on est prof. Ouais. Pendant mon Master 2, j'ai un prof qui nous a dit, vous savez, là vous allez avoir votre diplôme d'ingénieur, mais il faut que vous sachiez une chose, c'est que vous êtes ingénieur dans un domaine qui ne marche pas. Ça ne marche pas. Alors, il corrige le tir. Il dit, en fait, moi, selon les études, ça marche pour 20% des gens. 20% des gens, pour lui, étaient en capacité à accepter ce qu'était l'enseignement à distance. 20%. J'ai creusé après l'histoire. Hein. Quand j'étais ingénieur moi-même, j'ai creusé l'histoire, j'ai cherché, qu'est-ce qu'il a voulu me dire? Et j'ai trouvé les études. Ça fait 40 ans qu'on sait. Ça fait 40... Non, même pas, enfin beaucoup plus. 40 ans que les études le savent. Mais quand il y a eu la radio aux États-Unis, ils ont essayé de faire avec. Ça n'a pas marché. Quand il y a eu la télé qui est apparue aux États-Unis, ils ont essayé de faire avec. Ouais, la télé, super, on va changer l'enseignement. Catastrophe nationale. Ils ont investi du fric, ça n'a pas marché, ils ont abandonné au bout de quelques semaines. Et ça fait 40 ans qu'on sait que le numérique ne sert à rien. Rien. C'est pas la peine de chercher. 40% des formations en enseignement à distance, au mieux, hein, donnent le même résultat qu'une formation dite en présentiel. Et on va y mettre des moyens extraordinaires dans ce truc-là, pour un truc qui ne marche pas. C'est pas très compliqué, je trouve, à comprendre. Enfin, je veux dire, moi j'aurais dû le savoir dès le départ. Les signaux faibles. Les signaux faibles. C'est ça un signal faible. Ça, c'est un signal faible. Ah, ça en est un beau, ça. Tiens, là-bas, ça en est un beau, là. Les signaux faibles, c'est tout ce qu'on perçoit dans une classe, sur les regards, sur les attitudes, les comportements, celui qui regarde par la fenêtre et qui s'ennuie, celui qui bâille, celui qui vous regarde et qui... Vous voyez, ça, le regard, quoi.
faites comment à distance? Faut m'expliquer, moi, comment on fait. Alors certains, ils sont très très forts pour ça, ils vont vous dire, si, sur les logiciels de visioconférence, par exemple, il y a une main, tu cliques dessus et... Ouais. Vous pouvez nous en parler, les étudiants, là, non? Quand on s'ennuie depuis 1 heure devant son écran, là, pourri, à dormir, là, et que le prof lui-même, de l'autre côté, il dort, on fait quoi? On va appuyer sur la main? Super. De toute façon, le prof, il ne verra même pas. Pardon. Je vous appelle pas. D'accord? Je vous appelle pas. Hein. On m'a dit qu'il fallait que je le dise, parce que dès que ça monte, quoi. Vous pouvez demander à ma famille, hein, oh, peut-être pas mon fils, hein, lui, il a la même voix que moi, c'est héréditaire, hein. On parle fort. Vous savez comment elle me parlait ma première maternelle? À chaque phrase. Hé, toi tu sais pas! Je vous jure que c'est vrai. Du côté de mon père, on dit plutôt que non, on crie pas, on a juste des choses à dire. Alors, si vous voyez que ça monte de mon côté, moi les signaux faibles, je vais peut-être pas les voir. C'est un peu moi ça, je vois pas les signaux faibles, pas facilement en tout cas. Mais si jamais je vous engueule, vous me le dites, vous faites comme ma fille et ma compagne. Hé, on t'entend, on est à 1 mètre. Bref. Vous connaissez les MOOC? Ça vous dit quelque chose, les MOOC? M-O-O-C. Moi j'appelle ça les formations massivement multijoueurs. Ben, les MOOC, c'est un truc... C'est vachement sérieux ce truc-là. Notre propre gouvernement les utilise, il veut investir là-dedans. Alors que tout le monde sait qu'au mieux, un MOOC, c'est 95% d'échecs. Je vous laisse faire le calcul sur une classe de 30 élèves. L'enseignement à distance, ça se résume en une phrase. Beaucoup d'argent, beaucoup plus d'argent, beaucoup plus de moyens techniques, beaucoup plus de matériel à acheter, beaucoup plus de câbles à tirer, beaucoup plus de Wi-Fi, beaucoup plus de tous ces trucs-là. C'est beaucoup plus d'investissement pour le prof, de formation, de compréhension de ce que c'est qu'enseigner, de compréhension de ce que c'est qu'enseigner quand on n'enseigne plus parce qu'on est obligé de le faire avec cette distance pourrie là. C'est beaucoup plus de temps pour tout le monde. Beaucoup plus de temps pour le prof, beaucoup plus de temps pour celui qui apprend. Beaucoup plus. C'est lamentable que le ministre de l'Éducation vienne nous dire « Ouais, bah c'est 1 heure correspond à 1 heure. » Quand j'étais à l'université, j'allais dans les messes numériques. Ouais, 2 fois par an, j'allais voilà, une conférence où on allait recevoir la sainte onction de ceux qui avaient compris quelque chose dans l'enseignement à distance et qui disaient « Ouais, nous on a fait une expérience, c'est super, ça marche. » J'ai jamais rien trouvé qui marchait, mais une fois, il y avait un truc intéressant. Un enseignant d'une école, je ne sais plus laquelle, école privée, au niveau Bac+2, qui avait besoin que ses étudiants comprennent comment analyser des courbes et des graphiques. Des courbes, des graphiques. Analysez-moi ça. Aux examens de fin d'année, ils échouaient tout le temps. Ils ne comprenaient pas, pourtant on fait les choses bien. On a un logiciel, il rentre les données dans le tableur, là, et puis le logiciel, il crée la courbe ou le graphique, et l'étudiant, il n'a plus qu'à essayer de l'analyser. Ça ne marchait pas. L'enseignant nous dit que pendant 2-3 ans, ils ont changé plusieurs fois le logiciel. La photo logicielle, quoi. Ça ne marchait pas. À un moment, on se dit, ça suffit ce truc, quoi.
Et puis il va voir son président, et lui dit, je veux acheter des Duplo. Vous savez, les gros Lego pour bébé. Je veux acheter des Duplo. Le président, je veux pas investir dans du jouet. Bon, ben je l'achète sur mon budget à moi. Mon argent personnel. Et il met les étudiants à travailler sur du papier. Le regard. Saut 80, quoi. Et donc, les étudiants, sur leur papier, ils remplissent leur tableau à la main. Ils calculent tout seuls. Et puis, ils prennent les duplos, ils se mettent par terre, et ils montent leur graphique. Que pensez-vous qu'il arrivera? Vous avez une idée? 100%. Oh, je ne connais pas les résultats, mais ouais, ils réussissaient leurs examens. Ouais, ils réussissaient leurs examens. Voilà ce qu'on fait. Et puis, il y a un autre truc quand même. Il y a un type qui s'appelle Michel Desmurgers, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce type, c'est un neurologue. Il y a très longtemps, il a écrit un bouquin qui s'appelle TV Lobotomie. Il en a fait une conférence, vous la trouvez sur Internet partout. Le son est crado, mais ça ne vous changera pas des vies au lardeur. Et ce type-là, il est allé chercher toutes les études qui existaient sur la télévision à l'époque. Qu'est-ce que l'écran de télévision fait aux enfants? C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Je ne rentre pas sur le sujet, enfin, on pourrait en faire parler des heures, mais c'est une catastrophe quand on a plein de point de vue cognitif, de l'attention, de la concentration, de la mémoire. C'est une catastrophe sanitaire. Et aujourd'hui, on fait ça avec le numérique. Alors, M. Desmurgers, il a eu une bonne idée en 2019, il a écrit un autre bouquin, La fabrique du crétin digital. Il nous raconte la même chose, quoi. Il nous raconte que le numérique, en fait, fait la même chose que la télévision, mais en pire, quoi. Enfin, plus vous mettez d'écran, pire c'est, en fait. Je parle bien des enfants et en bas âge surtout. Hein. Enfin, nous, je vois bien les âges, hein, la plupart d'entre nous, c'est bon, on a grandi à une époque où on n'a pas eu trop d'écran encore, ça va, quoi. Pour nous, ça va, hein. On peut en faire un peu plus avec les écrans. Hein. Et pour les jeunes, attention, c'est sérieux. C'est vraiment sérieux ce qui se passe. Et donc là, on est en train de nous dire que non seulement on aurait conscience que les enfants utilisent trop d'écran, mais en plus, du coup, on va en mettre encore plus à l'école. Et que pour corriger ce problème, il y aurait des entreprises privées qui réfléchissent à ça et qui se disent, on a bien conscience qu'il y a trop d'écran. Du coup, notre solution, c'est d'en mettre encore plus, mais on va faire attention à ce qu'on respecte cette problématique. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment on peut faire ça. Hop. Ah ouais, la luminosité, là, elle n'est pas bonne. Trop d'écran. Il y a un monsieur assez sympathique qui, récemment, en 2020, nous a dit... Enfin, je déconne, c'est Blanquer. Qui nous a dit, mot pour mot, l'école de demain s'appuiera largement sur l'enseignement à distance. Il ne s'est pas trompé, il n'a pas fourché, hein, il l'a dit 2 fois. C'est pas une erreur. Et je sais ce que vous allez me dire. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu nous racontes tout ça, là, tu commences ta conf avec partout cassé, presque tu nous engueules. Qu'est-ce que tu faisais là, quoi? Pourquoi tu viens me dire ça? Enfin, je veux dire... Je me suis posé cette question pendant très longtemps. Qu'est-ce que je faisais là? Pourquoi j'ai cru en ça? Et ce qui est bien avec l'université, c'est qu'on peut parfois rencontrer des chercheurs, des chercheuses. Vraiment, on est auprès de gens qui parfois, voilà, ça arrive, hein, il y a des gens bien à l'université. Et du coup, j'ai posé la question à une chercheuse que je connaissais. Alors, avant que ça vienne, non, je vous vois venir. Avant que ça vienne, cette chercheuse ne s'appelle pas Bernard Friot. Et je lui ai demandé à cette chercheuse, elle est, je ne sais pas si vous la connaissez, elle est anthropologue, elle est linguiste, et elle est un peu cartographe. Vous voyez, c'est une sorte d'Emmanuel Todd. Et je lui demande, quand je lui dis, qu'est-ce que t'en penses, ton truc là? Qu'est-ce que je... Et elle me dit, mais c'est tout con ton truc, quoi. C'est tout con ton truc. Si tu sais pas quel est ton chemin,
Quel est le chemin que t'as pris, que t'as emprunté? Tu fais une carte. Ton problème, c'est que t'as besoin d'une carte. Vous voyez pas? Qui c'est cette chose? Personne? Oh, ma fille, elle avait 5 ans, elle la connaissait. Bogdan, tu nous fais la basse? On l'appelle? Elle est là. Elle est venue avec nous. Allez. Ah non, elle viendra pas tant que vous ne jouerez pas là. La basse, Bogdan. Voilà. Mesdames et messieurs, Dora l'exploratrice. Elle m'a vachement aidé du coup. Je sais pas si tout le monde voit qui c'est Dora. Dora, c'est un personnage de dessin animé apparu début des années 2000, un truc comme ça, qui avait pour vocation d'amener de l'interactivité chez l'enfant. Okay. Alors du coup, ben voilà, on va avoir besoin d'une carte. Et si on a une carte, il faut que tu discartes. Ah ouais, vous avez failli pas comprendre, mais il y a plus quelques-uns. Vous avez vu, ils n'ont pas tous compris. On essaie. Si vous voulez une carte, il faut dire carte. Carte. C'est la carte, c'est la carte, c'est la carte, c'est la carte. C'est la carte, c'est la carte. C'est la carte. Elle est belle? Ouais. Voilà. Moi, ce que j'imaginais en fait, c'est que la vie était assez simple pour moi. C'est-à-dire, on va sur le chemin de la vie, et puis à un endroit, on passe par la forêt des savoirs, on apprend des trucs, puis ça nous aide à nous émanciper, quoi. On a tous un horizon. Je parle pas tant de l'émancipation individuelle. Ça, c'est une erreur de croire que l'émancipation, elle est individuelle uniquement. L'émancipation. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on est capable de créer une société dans laquelle une génération s'émancipe par rapport à une autre? Comment est-ce qu'on fait pour que le savoir nous aide à créer une vie, un environnement, des contextes dans lesquels une génération s'émancipe par rapport à une autre? Comment est-ce qu'on fait pour qu'une génération sache plus de choses, fasse mieux les choses, vive mieux, dans la dignité? C'est ça la question essentielle. Et moi, c'est ça qui me traversait. Mais le truc, c'est qu'il y a un moment, voilà quoi. J'ai aimé les écrans, j'ai cru en ça. Et j'ai cru que je pouvais faire ça. Un peu de numérique. Ça fait pas de mal, quoi. Bon. Le même prof dont je vous parlais tout à l'heure en Master 2 qui nous disait que ça marche pas, quoi. Il nous avait dit une phrase qui m'était toujours restée, à laquelle j'avais cru pendant très longtemps. L'enseignement à distance, disait-il, c'est remettre de l'humain là où il n'y en a pas. C'est ça que j'ai essayé de faire, du coup, quoi. Dire, j'arrive à l'université, moi, et puis la forêt des savoirs, je vais y mettre un petit peu de numérique là-dedans, et pour essayer de remettre de l'humain là où on interdit aux profs d'aller là, et aux étudiants d'aller là. Vous voyez le principe? Et tout ça, c'était la faute à Albator. Ah non, je l'ai mal prise. Accessoiriste, c'est un métier. J'aurais besoin que... Ah mais non, t'as pas de te mettre de son. J'allais engueuler, tiens. Je ferais même pire. Je suis le capitaine Albator. Mon vaisseau, l'Atlantis, est une merveille de technologie.
À bord, il y a plein d'écrans, partout. Des capteurs, des détecteurs, des analyseurs de spectres, des outils de statistiques, un Google Maps. Et puis, j'ai un écran là, énorme, énorme. Parce que je suis un pirate, j'ai de l'honneur. Moi, quand j'abats un ennemi, je contacte le capitaine ennemi. J'aime pas faire des choses comme ça à distance. Moi, je le contacte. Ça va? T'es prêt à mourir? Va? Et surtout, mon vaisseau est une merveille de technologie parce que il a été créé par mon ami. Il est mort depuis, mais à sa mort, il a donné son âme à son vaisseau. Le vaisseau est dirigé par un énorme ordinateur, une colonne énorme qui monte jusqu'au plafond d'une salle énorme, avec des lumières qui tournent partout comme ça. Et cet ordinateur-là, il est capable de prendre des décisions quand moi, capitaine Albator, je ne suis plus capable d'en prendre. Ou quand je ne connais pas le chemin. Il prend des décisions pour moi. Ah ouais, mon ami, il lui a donné son cerveau à l'ordinateur. Le truc, c'est ça, c'est que j'ai très vite été convaincu par le progrès technologique, en fait. On m'avait mis ça dans la tête très jeune, en fait. C'est énorme tout ce qu'il y a dans ce dessin animé-là, quoi, à l'époque. Et on continue à nous le faire. On continue à nous le faire. En permanence. On nous sort des phrases tout le temps, qui ne veulent rien dire, mais auxquelles on croit parce qu'on n'y réfléchit même pas, quoi. Enfin, je veux dire, faut vivre avec son temps. Hein. Tu vis avec ton temps, toi? Tu vis pas avec ton temps, toi? Tu es entré dans la modernité, Franck, ou pas? Ouais, c'est bon. Tu l'as, toi? La révolution numérique. Révolution. Blanquer, il a même dit, il y en a une tous les ans. Oh, ça va trop vite pour vous, les petits gars. Eh, il ne faut pas rater le train du numérique. L'école ne doit pas rater le train du numérique. Vous l'avez pas entendu, celle-là? Si, souvent. Tout le temps, on la sort. Ça veut rien dire, ce truc. Et pourtant, c'est avec ça qu'on vous donne des injonctions au progrès, en permanence. On passe pas par numérique, c'est pas bien. On passe pas par numérique, c'est pas bien. On dirait du Dora l'exploratrice, quoi. Vous aimez le QCM? Ouais. Ah, pas bon. Bon, si t'aimes, je t'en propose un. D'accord? Je vais vous lire une petite phrase. Et je vais vous demander en quelle année cette phrase, selon vous, a été prononcée. Il y a un mot-clé qui va vous aider. Mais je ne vous dis pas lequel, bien sûr. Vous êtes prêts? Oui, tout commence à l'école. Et si l'informatique vient d'y faire son entrée, elle ne doit pas se trouver à côté de la lecture, de l'écriture et du calcul, un domaine supplémentaire d'enseignement. Elle transforme la manière même d'acquérir ces moyens de la connaissance. Bien utilisée, elle permettra de maîtriser comme jamais auparavant, vous m'entendez, comme jamais auparavant, l'apprentissage de chaque savoir particulier. D'après vous, qui a dit... pardon, en quelle année a été dite cette phrase? 1983, réponse A. 2000, réponse B. Ou 2011, réponse C. Ah non, c'est pas 1, c'est A. Ah oui, tu t'es trompé. Vous dites A. Ouais. Et qui en est l'auteur? Bill Gates. Bill Gates. Non, il parle anglais. Bernard Qui en est Friot. l'auteur? Bernard Friot. Peut-être, faut lui demander. François Mitterrand. Qui? Je crois qu'il est mort. Un petit exatron, ça vous dit? C'est sympa les exerciceurs numériques, parce qu'il y a plein de petites inventions comme ça pour essayer de tester les gens, c'est super, on n'apprend rien, mais c'est super. Je vais vous donner un petit texte à trous avec un indice. Il y aura 2 mots à trouver, d'accord? Et je vous donne un indice quand même. Ce texte a été prononcé aux assises de l'IA pour l'école, l'intelligence artificielle pour l'école. Ouais, ça existe ce truc. Et ça a été prononcé en 2018. Voilà, vous avez le bel indice.
Nous sommes en phase d'accomplissement avec 25 siècles d'attente de l'idéal socratique. Celui de l'interactivité, celui d'une maïeutique réalisée réellement. Non pas parce que nous robotiserions l'éducation, non pas parce que nous la rendrions totalement technologique, mais au contraire parce que nous réussirions une interaction grâce à un couple réussi entre l'homme et la... Ah, vous êtes fort. Et vous êtes presque l'université. À mon sens, la question majeure de notre époque, c'est comment un monde de plus en plus technologique peut être un monde de plus en plus humain. Ah ouais, vous êtes vraiment prêts pour les QCM à l'université, vous? D'après vous, qui a écrit ce texte magnifique? Macron. Jean-Mich-Mich. Jean-Mich-Mich, Monsieur Blanquer, encore lui. C'est mon pote. Et de Mitterrand à Blanquer, vous voyez bien l'écart qu'il y a, 83-2018. Tous ont joué à ça, tous. De Claude Allègre en 97, l'heure est non au tuyau et à la quincaillerie, mais à un changement profond de civilisation et de pédagogie. Royal en 97, c'est quoi? Les TIS sont une chance formidable pour accentuer la réussite scolaire. Les TIS, c'est les outils numériques pour l'éducation. Payon en 2013, avec le numérique, le prof se recentre sur le cœur du métier. Luc Châtel en 2010, l'avenir de l'école ne s'écrira pas à la craie sur un tableau noir. Le numérique doit maintenant révolutionner l'école. C'est avec ça qu'on fait de la politique en France, mesdames et messieurs. Voilà. Parce que faut comprendre un truc, c'est que... Hop, je vais remettre ça. Il y a un certain Nico Hirt, qui est un pédagogue, qui nous explique un truc. Il nous explique que... Attendez, je bricole, hein. Pourtant, si je ne fais pas les choses bien, ce ne sera pas clair. Il nous explique que sur le beau chemin que moi j'avais tracé, maintenant il y en a un autre à côté. L'école. L'école peut être un truc formidable, hein, je ne dis pas le contraire. Hein, mais on a eu un truc qui s'appelait les 30 Glorieuses en France. Les 30 Glorieuses, c'était les 30 années, grosso modo, qui suivaient la Seconde Guerre mondiale. Moi, ça me parle, je suis né en 73, choc pétrolier, les 30 Glorieuses, elles étaient derrière. La crise, moi, je l'ai entendue toute ma vie. On est en crise, on est en crise, on est en crise. Le système qui dit qu'il est en crise tout le temps, c'est pas une crise. Et c'est ça qui s'est passé. C'est qu'au moment où le capital a compris que les temps avaient changé, on est passé d'un système à un autre. Le système précédent, celui des 30 Glorieuses, c'était celui-là. Un chemin qui amenait un maximum de monde à l'école, leur permettait d'acquérir des savoirs, jeunes, et leur permettait d'avoir un emploi. À cette époque-là, on était plutôt sur un schéma comme ça. En haut, les emplois hautement qualifiés. Au milieu, en jaune, les emplois qualifiés. Et en bas, des emplois faiblement, voire pas du tout qualifiés. Les 30 Glorieuses il y avait un besoin, c'était de remplir là, au milieu, des emplois qualifiés. Vous connaissez un certain Franck Lepage? Je vous invite à voir une de ses conférences gesticulées sur l'éducation. Il vous explique un truc, c'est que l'école c'est un entonnoir. En bas, vous avez des gens qui rentrent, et en haut, des gens qui sortent. Ce truc qui s'est passé dans les 30 Glorieuses, ça s'appelle l'ère de la massification de l'enseignement. Attention, on fait rentrer beaucoup plus de monde. Et autant qui sortent. C'est ça la massification de l'enseignement. Si on envoyait tout le monde là, on envoie tout le monde. Un max. Et on forme pour ça. Il s'est passé un truc,
c'est que les temps ont changé, les 30 Glorieuses sont derrière nous, on arrive dans les années 80, 70-80, et il se passe ça. On n'a plus besoin d'autant de monde là. Alors ouais, on va vous dire, ouais non mais attendez, l'objectif 80% au bac, vous vous souvenez de ça? Ça vous dit quelque chose? 80% de bacheliers qui vont au bac, d'étudiants, de jeunes qui vont au bac, d'une classe d'âge. 80%, bah c'était parce qu'il y avait beaucoup de monde ici, il y avait besoin d'emplois hautement qualifiés. Ok? Mais on est passé à une époque où on avait besoin de moins en moins de monde ici. Et on avait besoin de plus en plus de monde ici. Ce qui masque la transformation actuelle, c'est que on a l'impression qu'il y a quand même beaucoup de monde encore ici. On a encore beaucoup de besoins là. Et c'est se tromper. La réalité, c'est que c'est surtout ici qu'on a besoin, des gens pas qualifiés. Et donc, du coup, on va sortir de l'ère de la massification de l'école et on va rentrer dans l'ère de la marchandisation de l'école. Parce que le capital va comprendre un truc, c'est que on va quand même pas mettre autant d'argent là, dans l'école, pour ça. On va pas former des gens pour aller dans le jaune, là, alors qu'on sait qu'on veut les amener là. C'est un gaspillage d'argent. Ça a été théorisé en 1996 par un certain Christian Morrison pour l'OCDE. L'OCDE. C'est une sorte de club, si vous voulez. L'OCDE, c'est une sorte de club où les dirigeants de notre monde, des grands pays, se réunissent et puis mettent de l'argent dans un truc qui s'appelle l'OCDE, pour que cette OCDE-là accompagne le monde dans une transformation perpétuelle, libérale. On libéralise tout, on flexibilise tout, etc., etc. On rend tout, transforme tout en marché. C'est à ça que ça sert l'OCDE, à pondre des études qui vont servir à convaincre tout le monde que il faut aller vers. Et donc on rentre dans cette ère de la marchandisation, et un certain Christian Morrison de l'OCDE trouve la solution pour nos dirigeants et leur dit: j'ai bien compris que vous avez un problème, vous, politique. Évidemment, si vous enlevez ça, qu'il y a moins d'écoles, ça va se voir. Donc du coup, non, faut laisser l'école. On va continuer à faire rentrer. On va continuer. On va laisser les gens rentrer là. Mais bien sûr, on va pas fermer les écoles. On va juste baisser les budgets. Après, en baissant les budgets, si jamais la qualité diminue, ils mettront du temps à s'en apercevoir, les gens. Et vous résolvez votre problème. C'est ça qui s'est passé. Il s'est passé qu'on est rentré dans cette ère-là, dans ce monde, dans ces décennies, qui nous amènent jusqu'à aujourd'hui, où on n'a jamais décrété la fin de la massification de l'enseignement. Jamais. Personne ne vous le dira. Aucun homme politique, aucun ministre de l'Éducation nationale, aucun président vous dira ça, parce qu'il ne peut pas. Il sait très bien que s'il dit ça, c'est tout le monde dans la rue. Et ils ne seront pas jeunes, Mme Gillet. Hein. Donc on ne le décrète pas, on ne le dit pas. Par contre, on crée les conditions pour que ça arrive. Vous l'avez vu, ça. On le voit tous les jours. L'augmentation des écoles privées, dites alternatives, parfois, mais parfois pas du tout, etc. La fermeture des classes. On ferme pas l'école. Non, on ferme pas l'école. Non, on ferme les classes. Diminution des enseignants. Les moyens. C'est ça qui se passe. Et on le voit, on l'observe. En 2000, il va se passer un petit changement en fait. Le numérique arrive de plus en plus. Et on va avoir beaucoup moins besoin de convaincre les enfants de l'usage du numérique. Si vous voulez, les enfants naissent dans les années 2000, l'imaginaire du numérique, l'imaginaire de ce progrès-là, qui était pour moi l'horizon 2000, il est déjà là, il est implanté. Hein. Eux, ils arrivent, ils naissent, la technologie est déjà là. Quelque chose qui est déjà là avant vous, ça s'appelle la nature. C'est naturel pour eux. Et on ne peut pas leur reprocher ça. Par contre, ça fait que ceux qui ont besoin de mettre plus de numérique là, qui ont besoin
de préparer les enfants à s'adapter à des nouveaux environnements de travail. Eux, ça les intéresse, ça. Ça les intéresse que l'imaginaire soit déjà là, il n'y a plus besoin de faire d'efforts là-dessus. Donc du coup, qu'est-ce qu'ils ont besoin de faire? Ils ont besoin de transformer l'école pour que l'école, elle, puisqu'il est mon petit truc, pour que l'école accompagne et prépare l'enfant à être habitué, à s'adapter facilement, sans effort, sans formation, à des changements d'environnement de travail. Des changements de plateforme, numérique, vous voyez? N'allez pas croire que les ENT dans les écoles, ils sont là pour aider l'enseignant, pour aider les parents. Non, 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 non. Ça ne sert pas à ça. Ça sert à l'habituation. D'où l'intérêt, accessoirement de boire un peu d'eau, d'où l'intérêt d'un appauvrissement systémique. Ça vous dit un petit épisode d'Albator? Ouais. Ouais. Ça fait du bien un peu, hein? Alors, tu vas pouvoir y aller, Thierry, s'il te plaît. Et puis, on va inviter Dora avec nous. Voilà. Tu peux mettre plus fort. Aujourd'hui, Albator et l'enfant. Les enfants changeront tout lorsqu'ils seront grands. Je les aiderai de toutes mes forces, même si je dois y laisser la vie. Il est gentil, le pirate. Est-ce que tu le vois, le gentil pirate? Le gentil pirate. Bravo! Midi! Certains chercheront toujours à asservir l'humanité. Nous devons nous battre pour que s'éclaire le chemin de la liberté. Aide-nous à trouver le chemin. Tu le vois, le chemin? Montre-nous le chemin. Oh! Tu n'as pas trouvé le chemin. Non mais... Malgré tout, j'ai de l'admiration pour ces enfants capables d'autant de mansuétude, alors qu'on leur promet de si noirs desseins. Oh, Shipper a chippé le joli dessin. Viens avec moi. Shipper, arrête de chipper. Shipper, arrête de chipper. N'encouragez pas. Shipper, arrête de chipper. Et je pleure sur le sort de ces enfants. J'espère que les hommes finiront par prendre conscience de l'état de léthargie dans lequel ils sont sombrés. On constate aujourd'hui que les séries sont parfois beaucoup plus violentes que les films, et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, qui sont terribles. La personne que vous devenez d'entendre là, sur la fin, c'est Ségolène Royal, qui a reconnu sa voix, qui, dans les années de ma jeunesse, s'était énervée contre les dessins animés japonais trop violents. Moi, j'aimerais bien qu'elle s'énerve. J'aimerais bien qu'elle s'énerve, et comme d'autres, contre la violence de ces trucs-là. Parce que là, elle est là, la vraie violence symbolique. Je vous en pas. Elle est là, quoi. Mais elle est aussi dans tous les outils qu'on leur met, aux enfants qu'on leur donne, mais tous, hein. On a beau résister, moi j'ai essayé de résister, mais on ne peut pas résister jusqu'au bout. Les smartphones qu'on leur donne, à moins de 10 ans parfois, ils en ont dans leur poche. Elle est là, la vraie violence. J'ai entendu, il me semble que c'était en 2003, une scénariste féministe qui s'appelle Joëlle Goron dire une phrase qui me reste. Elle avait dit « Nous n'avons pas donné les mots aux enfants. Ils ne pourront même plus nous le reprocher. » Elle reste là, cette phrase. Parce que tout ça fait système, en fait. Tout ça fait système. C'est un appauvrissement systémique qui a été préparé. Ah, on peut traiter de complotiste si on veut, hein, mais les faits sont là. Les faits sont là. L'épisode que je vous ai mis, là, c'est un montage. Mais ce montage-là, les phrases d'Albator, c'est des vraies phrases que j'ai trouvées dans le dessin animé.
Comparez-les aux phrases de Dora qui sont également des vraies. On enlève les mots, on enlève la grammaire, on enlève le sens, on prend les enfants pour des cons. Michel Desmurget, dans son livre La fabrique du crétin digital, prend un exemple qui est assez parlant quand même. Je ne sais pas si vous vous souvenez du Club des 5. Ouais. Le Club des 5, ce sont des romans pour enfants, ou ados, je ne sais plus, enfin, pré-ados. Et ces romans-là existent depuis les années 60. Ils existent encore aujourd'hui. Les chercheurs se sont amusés à faire un petit truc sympa. Ils ont pris un roman du Club des 5 des années 60, de mémoire 1969. Et ils ont pris le même roman, le même titre, le même scénario et tout, mais écrit avant 2010. On a enlevé 50% de longueur aux phrases. On a enlevé 50% du texte. Et on a réduit considérablement les mots. C'est systémique. Les mots, c'est quelque chose. Parce que moi, dans mon histoire, ce qui m'a empêché de penser ma propre histoire, ce qui m'a empêché de penser mon propre métier, la violence, la débilité de l'enseignement à distance, c'était les mots. Principalement les mots. D'abord les mots. On a un vocabulaire qu'on nous donne et qui nous empêche de penser, qui nous empêche de lutter. Je vous en donne deux exemples, enseignement à distance. Enseignement à distance. Vous avez compris? Pour rigoler, vous avez compris? Ouais, c'est un oxymore. Oxymore, on prend deux mots qui, a priori, n'ont rien à faire ensemble, paf, la magie, on les colle, et on retient le mot positif, enseignement. L'enseignement à distance, ça veut dire que c'est pas de l'enseignement, mais c'est de l'enseignement. Le Canada Dry, vous savez. Non, ça ne peut pas coller, enseignement à distance, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça parce que enseigner... Ah ouais, t'avais raison. Enseigner, c'est la conjonction dans le temps et dans l'espace de deux moments inséparables. Enseigner et apprendre. Si vous retirez ça, c'est pas enseigner, c'est apprendre dans ce cas-là. J'aurais presque pu le faire autrement. Il y a deux mots, moi, qui sont apparus dans ma vie bien avant vous, je pense. Je suppose, beaucoup d'entre vous, c'est un mot qu'on n'entendait pas avant cette année. Deux mots qu'on n'entendait pas, en fait, parce que ça paraissait naturel de ne pas les employer. Vous voyez lesquels je veux dire? Distanciel. Ouais, distanciel. Présentiel, distanciel. Ah, c'est peut-être récent pour vous, je sais pas. Ouais, pas pour moi. Moi, j'ai été formé pour ça, pour avoir ces mots-là, pour comprendre, pour les utiliser simplement. C'est ça, bon, il y a le présentiel, il y a le distanciel, pouf. J'ai pas réfléchi. C'est la philosophe Barbara Stiegler qui nous dit que, et je pense qu'elle a vraiment raison là-dessus, parler de présentiel et de distanciel, c'est comme si c'est faire en sorte en fait que la présence était devenue une option. Vous voyez? Une option. Certains utilisent un autre mot que j'aime beaucoup. Et je pense qu'on devrait arrêter de parler de distanciel. Et que la prochaine fois que quelqu'un, si vous êtes d'accord avec moi en tout cas, vous dit distanciel, non, vous dites arrête avec ce mot-là. C'est de l'absentiel. Pas mal comme mot. Quand j'étais à l'université, du coup, en tant qu'ingénieur pédagogique, la question primordiale était quel choix on met au centre. Est-ce qu'on fait le choix de privilégier la pédagogie, de la mettre au centre? On part de la pédagogie, de ce qu'on veut réellement, en termes d'enseignement et d'apprentissage, et autour, on construit un environnement qui s'adapte à ça. Ou est-ce qu'on met du numérique, et le reste s'adapte à ça? J'ai pas besoin de faire de dessin, tout le monde a compris que ce sont deux choix totalement différents. Et il ne se passe pas du tout la même chose d'un côté ou de l'autre. Cette bataille-là, elle existait avant que j'arrive à l'université. Beaucoup d'autres universités avaient déjà abandonné, le choix il était là. Et nous, on avait Francis qui m'avait embauché, et qui lui voulait ça.
Ils voulaient mettre la pédagogie au centre. Et moi, j'étais d'accord avec ça. Moi, je voulais ça. Et donc, on va se battre là-dessus pour essayer d'avoir ça. Mais la bataille était vaine, en fait. On avait une plateforme pédagogique. La plateforme pédagogique, c'est un logiciel qui est en ligne, à distance, tout le monde y va, etc., etc. Et puis les profs, ils vont y déposer des documents, des vidéos, des trucs comme ça. Et puis les étudiants, ils vont aller chercher leurs trucs sur la plateforme pédagogique. On en avait une qui n'était pas top, quoi. Elle ne fonctionnait pas bien. Et puis, je ne voyais pas comment moi je pouvais travailler avec cette plateforme-là. Comment accompagner un enseignant sur un truc qui ne marche pas. Enfin, c'est comme si vous alliez à l'auto-école et que à l'auto-école, on vous dise « Ouais, je vais t'apprendre à conduire, mais ma voiture, elle est en panne, quoi, tu vois. » Ça ne marche pas. Ben, c'était pareil, j'étais dans ce cas-là. Et donc, au bout d'un moment, j'en ai un peu marre. Je vais chercher les chiffres. Et je demande au service informatique de me donner les chiffres. Chiffres d'utilisation, etc. Ils m'en donnent, mais que dalle, quoi. Quelques lignes de chiffres, vous ne voulez rien dire, ça ne va pas. Je file dans mes bases de données. Pas de bol pour eux, l'informatique, je connais. Donc je leur demande un accès à la base de données. La base de données, en fait, c'est tout ce que vous ne voyez pas sur le logiciel qui est caché sur les serveurs. Donc je vais dedans et je fais mes chiffres. Et je récupère tout. Je passe 3 jours à récupérer tous les chiffres. De tous les enseignements, de tous les cours. Pas beaucoup. C'est sans appel. Au bout de 3 jours, je sais que cette plateforme pédagogique dans une université de 500 enseignants est utilisée par 10 enseignants. Ce à quoi il faut enlever 9, puisqu'il n'y en avait que un qui l'utilisait vraiment, puisque les autres déposaient un PDF en début d'année, et c'est tout. C'est là que je vais comprendre que mon rôle, en fait, c'était de faire avec le numérique. Moi, je ne voulais pas de ça. Mais c'est ça qu'on me contraignait à faire avec de toute façon. À ne jamais poser la question du « ça marche ou pas ?» C'est un nom, ça. Ça s'appelle la conduite du changement. Parfois appelé accompagnement du changement, c'est l'ensemble des opérations effectuées au sein d'une organisation pour lui permettre de s'adapter au changement et à l'évolution de l'environnement. J'étais là pour accompagner ou forcer les enseignants à utiliser coûte que coûte du numérique. Par conséquent, ça a forcé les étudiants à s'adapter à un environnement coûte que coûte numérique. Un jour, Francis me dit « Je t'ai jamais dit comment ça s'est passé ton entretien ?» Non, tu m'as jamais dit, non, que ça m'intéresse. Il me dit « Tu te souviens, tu étais venu en t-shirt ?» Oui, je me souviens. Ah. Moi, avec Berthier, t'as bien compris que je l'aime pas, on s'entend pas. Donc je lui ai imposé, en fait. Je lui ai dit, pour moi, il y en a 2. Il monte les CV, et il y a le mien, là. Et il le tapote, en disant à Berthier, mais c'est lui que je veux. Et Berthier, lui, il lui répond, ouais, il est venu en t-shirt. C'est ça qu'on attendait de moi. Mentir, et venir en chemise. Lorsque je suis arrivé à la télévision française, en 1980, ils m'ont changé de nom. Ah ouais, je viens du Japon, je m'appelais Captain Harlock. Certains ont cru que ça faisait un peu trop proche de Capitaine Haddock. Ils m'ont appelé Albator. Ouais, ça va, ça en jette. Mais il n'y a pas que ça qu'ils ont changé. Je suis le pirate de l'espace. Le pirate. Je suis autonome. C'est pour moi que je travaille. Pour la liberté, pour l'humanité. La télévision française m'a appelé le corsaire de l'espace. Ça n'a rien à voir. Le corsaire, c'est celui qui travaille pour l'État. Voilà. Est-ce que vous saviez que Jean-Michel Blanquer a un rêve? Je vous la fais pas à la réponse.
Qu'est-ce que tu disais? Ouais, il a un beau rêve, c'est de libérer le professeur. Libérer le professeur. Alors évidemment, il complète sa phrase. Hein. Pour lui, libérer le processeur. Oh, à chaque fois, je la fais. Non, c'est pas libérer le processeur. Quoique, pour lui, c'est peut-être ça qu'il veut. C'est pas dingue que je le fasse à chaque fois. Il veut libérer le professeur, et pour lui, libérer le professeur, c'est s'attacher en fait à ce qui est un peu pénible pour le prof, quoi. La correction des copies. Et il veut accompagner l'enseignant à se libérer de la correction des copies en lui donnant une assistance très assistée par l'intelligence artificielle. C'est son rêve. Je ne sais pas si vous voyez l'arnaque. Il confond évaluation et contrôle. Le contrôle, c'est du QCM. C'est ce que tous les étudiants cette année ont eu la plupart du temps. C'est saloperie qu'on leur donne là. À leur faire croire que leur diplôme va valoir quelque chose parce qu'on leur donne des QCM de... C'est du contrôle. C'est que du contrôle. On s'en fout de ce qu'il y a eu avant. On s'en fout de l'enseignement. Et d'ailleurs, cette année, qu'est-ce qu'ils ont eu comme enseignement? Rien. Des petits jusqu'aux grands, rien. C'est pas de l'enseignement. Alors du coup, on passe par du QCM pour contrôler. Et ils appellent ça évaluation. On se fait avoir par un mot. Il y a une vraie inversion de sens. C'est l'évaluation est au service de l'enseignement. Ça ne peut pas être l'enseignement qui est au service de l'évaluation. Avec Francis, ça se passait bien. Avec Berthier, beaucoup moins. Berthier agit sur moi comme le vecteur de la violence symbolique de cet établissement. Tous les jours, une petite pique. Je le dérangeais. Je savais lui répondre. Donc j'ai lutté. Je lui répondais. Je le renvoyais dans ses buts. Mais ça fait mal, ça tape. Et j'étais pas là pour ça, moi. J'étais pas là pour me faire avoir par quelqu'un qui avait aucun savoir et qui était juste chef parce que quelqu'un avait décidé qu'il devait être chef. Et un jour arrive mon Atlantis, le CIP, un nouveau service qu'on crée, Centre d'innovation pédagogique. Nous sommes plusieurs à le créer et on sort de là, on sort de ce système qui nous contraint à utiliser des outils. On arrive avec le CIP à mettre la pédagogie au centre de tout. On convainc le président de l'université. On met la pédagogie au centre et c'est notre service qui va organiser ça avec les enseignants. On va y travailler pendant 1 an. Pour rien. Parce que ceux qui voulaient ça, les outils au centre, ils cassaient tout ce qu'on faisait, toutes les victoires qu'on avait. À chaque fois, il y avait quelqu'un qui disait « Ouais, mais lui, le directeur de service informatique, là, il nous dit que... » Bon, on organise une réunion. Et à chaque réunion, on convainc qu'on a raison. On la gagne, la réunion. Mais haut la main, quoi. L'autre, il a le seum à chaque fois. Mais il est malin. Il a du réseau. Et donc, par derrière, il gagne. Le CIP va être détruit, sans que jamais on dise ce qui n'existe plus. Et moi, dans ce passage-là, ben, je vais tomber. En 15 jours, c'est fini de moi. Je fais une attaque de panique qui m'amène vers un burn-out. Et je vais avoir une triple dépossession. On m'a enlevé mon savoir. On m'a interdit de l'utiliser. On m'a enlevé mon travail. Mon poste n'existe plus. Et c'est mon corps qui me lâche et qui me prive de lui-même. Triple dépossession.
Et à mon retour, en fait, je l'ai mis dans un endroit, en général on met des balais. Mais dans les administrations, très souvent, on y met des hommes, des femmes, sans travail, ça s'appelle un placard. C'est très... C'est très compliqué pour certaines personnes qui ne connaissent pas ces environnements-là de comprendre ce qu'est un placard. C'est pas logique, un placard. C'est pas logique de mettre quelqu'un à un endroit où il n'a plus rien pour travailler, quoi. Venir tous les jours et ne rien avoir à faire. Être dans cette humiliation-là permanente. Au bout de 3 mois de cette situation-là, on approche des fêtes de Noël et ces messieurs du 4e étage, le président en tête, descendent dans les services pour souhaiter les vœux à la plèbe. Le président passe, il me serre la main, il se casse. Son second, que je ne connais pas, me serre la main et il se casse. Pas un mot. Et là arrive le directeur général du service qui était chargé de me confier un travail. Il arrive et il me serre la main. Ça fait 3 mois que je lui demande par SMS, par email, je vais frapper à la porte, même par courrier. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous ne me donnez pas de travail? Vous m'aviez dit que vous m'aideriez et que on réfléchirait ensemble, etc., etc. Pas un mot, pas une réponse, rien, jamais. 3 mois comme ça. Et là, j'ai sa main, là. Je ne vais pas la lâcher. Et donc il me regarde, bonjour Christophe, mes meilleurs vœux. Et il sourit. Et moi je la serre. Moi je souris pas. Par contre je la serre. Et je le lâche pas. Et ça va durer 1 minute. Et je lui pose la question. Au fait, vous m'aviez dit que vous me donneriez du travail, qu'on discuterait. Je vous écris, vous ne me répondez jamais. On fait quoi là? Et je le lâche pas. Et il me lâche pas, il n'arrive pas, il peut pas. Je serre trop fort. Et il sourit. Et là, il parvient à trouver une faille. Il me lâche. Et il sourit. Et il sort. C'est ça un placard. On ne vous dit pas. On n'utilise pas le mot. Et on vous interdit même de le dire. On pourrait même dire en fait que l'université était un environnement qui était tout acquis à l'enseignement à distance. Parce que les corps, elles savaient les mettre à distance. Pas que le mien, hein. Les enseignants, les étudiants, on l'a vu cette année. Hein. Ils savaient les mettre à distance, ils étaient prêts pour ça. Ils étaient déjà dans le PowerPoint, ils étaient déjà dans cette envie-là d'être remplacés. C'est dans cette ambiance-là qu'on travaille dans une université. Enfin, moi en tout cas, partout je l'ai vu. J'aimerais convaincre l'humanité du danger des civils. Je me bats pour ça. Je me bats contre elle. Le gouvernement de la Terre, lui, il s'en fiche. D'ailleurs, il est même corrompu. Elles ont corrompu le gouvernement. Ce qu'il faut comprendre avec les civils, c'est qu'elles ont le temps. Ça fait 1000 ans qu'elles sont là. 1000 ans qu'elles sont sur Terre. Elles attendent leur heure. Elles attendent le bon moment. Elles attendent le moment où leur planète ne permettra plus de les accueillir et qu'elles viendront chez nous. Elles ont un plan, elles ont le temps. Ouais, elles ont le temps. Je les avais pas vues venir, moi. Vous non plus, je pense. Bah ouais, parce que, en fait, ces gens-là qui veulent ça, qui veulent détruire tout ça, l'école, l'université, qui veulent remplacer tout ça par du numérique. Ils ont le temps. Vous avez vu, 1983, ça fait longtemps qu'ils préparent ça. Ils attendent, un virus arrive et hop, on avance. Ouais. La présidente d'Educapital a dit un truc très intéressant. Educapital, c'est une EdTech, une technologie
éducative. Mais comme c'est de l'anglais, c'est Educative Technologies. Ça fait bien, quoi. Ça remplace les TIS, les EdTech. Ça remplace les outils numériques qu'on met dans l'éducation. Et attention, ce sens-là a également changé. Le mot a changé. Les EdTech, c'est également les entreprises. Et c'est surtout les entreprises privées qui investissent là-dedans. EduCapital est un fonds de formation, un fonds d'investissement énorme, européen, pour investir dans des sociétés qui vont créer du logiciel, qui vont créer ces environnements-là, et qui vont venir remplacer. Non, ils disent accompagner, pardon. Excusez-moi. Ils disent accompagner. Ces EdTech-là, elles sont là déjà. Elles ont le temps, elles sont là. Ça fait longtemps qu'elles sont là. Vous ne les avez pas vues. Je ne les avais pas vues non plus. Il a fallu que je travaille pour les trouver. Hein. Mais elles sont là et elles nous ont dit, avec le Covid, ce qui est bien, c'est qu'on a gagné entre 5 et 10 ans. Petite question. Quand on est capable de dire qu'on a gagné entre 5 et 10 ans, c'est bien qu'on a un plan. 152 milliards de dollars. C'est le montant estimé des EdTech, du numérique pour l'éducation, hein, en 2018. C'est le montant en 2018. Ah bon, tant pis. Hein 342. C'est en 2018 le montant estimé pour 2025. Mais ça, c'était avant le Covid. Après le Covid, ce chiffre est passé à 500 milliards de dollars. Le budget global, le montant global de ce que représente l'éducation dans le monde, c'est 6 000 milliards. Est-ce que vous croyez sérieusement qu'ils vont s'arrêter à ce chiffre-là? Il faut que je bois. Le principe de ces EdTech, il est assez simple en fait. C'est de continuer sur le chemin de la démassification. Enfin, non, c'est ça que j'aurais dû dire, mais l'arrêt de la massification. C'est continuer sur ce chemin-là. On fait croire qu'on est toujours là, mais ici, on va priver de moyens. Mais cet argent-là qu'on ne met pas ici, on va le mettre dans les EdTech. C'est une pompe à fric, en fait. Ça s'appelle les partenariats publics-privés. C'est un vrai nom, hein. C'est on prend de l'argent public, on met dans le privé, et ce privé-là, qu'est-ce qu'il va faire? Ben lui, il va prendre le pognon pour lui. On va remplacer tout le reste, mais c'est lui qui va prendre le pognon. Tous le disent. Tous. L'Union européenne a une définition pour l'enseignement à distance. Je vous la lis, elle est sympa. L'enseignement numérique distanciel, c'est l'utilisation des nouvelles technologies multimédia de l'Internet pour améliorer la qualité de l'apprentissage. Toutes les études depuis 40 ans disent que ça ne marche pas, et leur définition dit que c'est pour améliorer. On se fiche de qui? Études PISA 2015. Les études PISA, ce sont des études pondues par l'OCDE pour évaluer, comparer tous les systèmes d'enseignement des pays du monde. On compare qui fait mieux que l'autre, etc. En 2015, ils ont fait une étude particulière, ils ont pris leurs chiffres et ils se sont attachés à essayer de comprendre est-ce que le numérique change quelque chose. Je vous cite les passages de l'introduction. Mes cheveux. Non, mais c'est bien, ça fait un test. En moyenne, au cours des 10 dernières années, les pays qui ont consenti d'importants investissements dans les technologies de l'information et de la communication dans le domaine de l'éducation n'ont enregistré aucune amélioration notable des résultats de leurs élèves en compréhension de l'écrit, en mathématiques et en sciences. L'OCDE vous dit, ça ne marche pas. Dans la conclusion, on lit même, les niveaux d'utilisation supérieurs à la moyenne des pays de l'OCDE sont associés à des résultats significativement plus faibles. Merde. Plus vous en mettez, moins ça marche. Et ça, on le sait depuis 40 ans, hein, ils n'ont rien inventé. Ils pondent les mêmes résultats qu'on sait déjà. Conclusion. Il ne faut pourtant pas baisser les bras face à ces constats. Compte tenu des incertitudes accompagnant tout changement,
Les professionnels de l'éducation opteront toujours pour le maintien du statu quo. C'est la faute des profs. Si nous souhaitons mobiliser les appuis en faveur d'une école plus ouverte aux nouvelles technologies, nous devons mettre en place de meilleures stratégies, tant pour communiquer sur la nécessité du changement que pour mobiliser les soutiens en sa faveur. Ça ne marche pas, mais on va le faire quand même, et vous savez quoi, on va mettre encore plus. C'est ça que nous dit le CDE. Ouais. En fait, ce qu'ils nous disent tous, ils nous font croire que le chemin est le même. Mais ils sont en train de changer l'école, de changer les universités. Il faut croire que le savoir est le même. Mais ils remplissent de numérique. Est-ce qu'il y a des parents dans la salle? Ça tombe bien. Ça tombe bien. Blanquer prépare pour vos enfants un compagnon numérique qui les suivra et les tracera de la maternelle jusqu'à la fin de leurs études. Le changement, c'est maintenant. Et il est en marche. Est-ce qu'il y a des étudiants dans la salle? Ouais, il y en a. Ça tombe bien. Ils viennent d'annoncer l'ouverture d'une centaine de campus connectés. Plus besoin de profs, un écran et au lit. Le changement, c'est maintenant. Et il est en marche. Est-ce qu'il y a des profs dans la salle? Ah, il y en a une, c'est bien ça. En 2020, les États généraux de l'éducation ont abouti à 40 propositions. Pour vous, les profs, 40 propositions. Aucune n'a valeur pédagogique. Toutes sont là pour mettre plus de numérique. Il bourre. Il y a encore de la place. Le changement, c'est maintenant. Il est en marche. On est à 1 mètre. C'est bien, t'as suivi, t'auras une image. Est-ce qu'il y a des investisseurs dans la salle? Il n'y a pas d'investisseurs, il y en a un. Ouais, c'est bien pour toi. C'est bien pour toi parce que en 2020 toujours, le Grenelle de l'éducation, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il envisage la création d'un marché public d'EdTech. Ouais, pour faire du pognon là, il y aura du monde. Le changement, c'est maintenant et il est en marche. Est-ce qu'il y a des gens là qui regardent des films, des séries là dans la salle? Ouais, tout le monde, moi aussi, tout le monde. Ouais, c'est cool. Parce que c'est cool pour vous parce que Blanquer, il rêve d'un Netflix de l'éducation. Ouais, un Netflix de l'éducation. On va pomper les savoirs des enseignants et on va les remettre en ligne et on va les revendre. Le changement, c'est maintenant et il est en marche. Est-ce qu'il y a des ingénieurs pédagogiques dans la salle? Regarde moi, mais c'est cool, c'est mon heure de gloire. C'est mon heure de gloire parce que l'ingénierie pédagogique numérique, c'est le nouveau créneau du ministère. Avec de plus en plus d'intelligence artificielle pour vos enfants. C'est cool ça. Et avec une analyse généralisée des traces. Le changement, c'est maintenant. Et il est en marche. C'est pas un changement de cadre. C'est un changement de nature de l'enseignement. J'avais refusé de porter les armes quand j'étais jeune. Et j'ai compris un peu trop tard que j'ai accepté de porter les armes du capitalisme. C'est bête, hein, parce que quand j'avais 7 ans, mon héros me l'avait dit. Les sylvidres sont belles comme des roses. Un homme n'imaginerait pas avoir à se battre contre une rose. Capitaine Albator, 1978, épisode 19. Ouais. J'avais voulu pirater le système et je me retrouvais pirate. Pardon. Ah, ma chute est venue. Je me retrouvais corsaire. J'étais leur corsaire. J'ai travaillé pour eux. Au bout de 6 mois de mon aventure, dans un placard à balai, j'ai demandé au président de l'université de faire quelque chose.
Bah, j'étais un peu plus sec que ça quand même, mais dans un long courrier, je lui ai demandé de prendre ses responsabilités en tant qu'employeur devant la loi. Il était garant de la santé physique et psychique de ses employés. Le CHSCT, on oublie, hein, ça n'existe pas là-bas. Ils sont rangés. Médecin de prévention, il ne peut rien. L'assistante sociale de l'université, elle ne peut rien. L'académie, je ne sais pas s'il y a des gens qui travaillent, parce que pas de réponse. Et donc il me restait le président, et le président me reçoit. Il me reçoit et me fait mine de me proposer une mission ridicule, parce qu'il a pris peur. Et sa mission, je l'évalue rapidement, hein, c'est 8 heures de travail et au lit. Hein. Ça ne fait pas un emploi. Et donc je ne me devine pas et je ne réponds même pas à cette mission et je lui dis que j'entends qu'il réponde à ma question, que je lui avais écrite par courrier. Et là, il va me dire un truc en se levant, en tapant du poing sur la table, les papiers là. Il va se lever, il va se redresser sur sa table en noyer, et il va me crier dessus. Ça suffit! Ouais, je vous en veux pas, c'est pas vrai. Maintenant, moi, ce que je veux savoir, c'est si vous acceptez les missions que l'université vous confie. Il allait se retourner, et là, il se reprend. Et il m'engueule une seconde fois. Ici, il y a des gens qui travaillent. C'est là que j'ai compris que Bernard Stiegler, le philosophe, mort cette année, le père de Barbara, avait raison. J'étais un prolétaire. Le prolétaire, c'est celui qui a perdu son savoir. C'est pas que le paysan pauvre à qui on met des machines. Non. C'est l'ingénieur. C'est le médecin. On le voit cette année. Hein. On a interdit aux médecins de pratiquer. C'est de la prolétarisation. Et moi, c'est ce qui m'était arrivé. J'étais un prolétaire, on m'avait enlevé mon savoir, on m'interdisait de travailler. Et on me disait, c'est avec le numérique que tu fais ou rien. Mais il y avait pire. Il y avait pire parce que ce que j'ai compris est très récemment en fait, c'est que j'étais celui qui prolétarisait les autres. Mon rôle d'ingénieur pédagogique était de prolétariser les profs, leur enlever le savoir, les mettre dans la machine et leur dire c'est ça que vous allez utiliser maintenant. Et par conséquent, mon rôle il était de prolétariser mes enfants, les étudiants. Parce que c'est là que ça conduit. En somme, j'étais un vendeur de Thermomix. Il est temps de se poser la question de la valeur. Parce que c'est bien ça qui compte en fait. Qu'est-ce qui vaut pour nous? Qu'est-ce qui a de la valeur? Pour ce qui est du savoir, le savoir peut avoir valeur d'émancipation. Ou il peut avoir comme valeur celle d'une marchandise. Si le savoir a valeur d'émancipation, alors il se transforme. En apprenant quelque chose, nous le transformons. C'est ça le savoir. C'est pas quelque chose qui existe dans un bouquin et personne ne touche. Ça nous traverse. On le transforme. Alors le savoir se transmet. Je sais quelque chose, je vous le dis. Et vous savez quelque chose, vous me le dites. Vous me l'apprenez. Et là, on s'émancipe ensemble, collectivement. Alors, nous dit
Ce bon vieux Bernard, pas Friot, hein, Stigler. Le savoir prend de la valeur avec le temps. C'est évident. Mais si le savoir devient une marchandise, alors il ne se transforme plus, il se cumule, il se capitalise, il s'individualise. Alors il ne se transmet plus, il se vend. Et alors, il perd de la valeur avec le temps. C'est ça le système qu'on met en place. Transformer le savoir et tout le système qui va avec en une énorme usine qui fait perdre de la valeur au savoir. Et donc la seule solution pour gagner du pognon pour ces gens-là, ça va être de maîtriser toute la chaîne. Les écoles, les profs, les formations, les savoirs, les contenants des savoirs, c'est-à-dire les logiciels, tout, toute la chaîne. Ils vont maîtriser tout. Et lorsqu'ils auront possédé tout ça, c'en est fini, c'est mort. C'est un changement de nature. Alors, nous y voilà. Et tu vas pouvoir lancer. L'enseignement à distance, l'école numérique, c'est une énorme dépossession, celle de nos savoirs, de nos transmissions. Ce qu'ils veulent, c'est notre mise au travail, rien d'autre. Et ils y arrivent parce que le numérique, il est tellement puissant qu'il nous fascine. Ils veulent transformer tout enseignement, tout savoir, en marchandise. Le chemin, à mes yeux, est clair. Il est de mettre au service des enjeux éternels de l'éducation les outils les plus modernes. « 2041. Nous avons basculé. Skolflix est la première tech européenne, au capital de 3 milliards d'euros. Elle produit les vidéos et les QCM indispensables à la traversée de route afin de trouver un emploi. Elle alimente les télévisions, YouTube, les plateformes d'apprentissage en accès payant, la grande distribution, les parts PMU et bien sûr, mais c'est un détail, les écoles et les universités. Les études longues sont réservées aux détenteurs des badges premiers de cordée. Pour les autres, des certifications à l'emploi d'une durée de 5 ans suffisent. Elles s'obtiennent à distance et sont payables par carte bancaire et PayPal. La loi sécurité capitale poursuit les derniers enseignants ouverts et sans distance et les parents qui instruisent clandestinement leurs enfants. Des réseaux d'éducation populaire résistent avec ardeur pour repenser collectivement le partage des savoirs. Les résistants répondent aux appels de 2 philosophes, comme un écho entre 2 siècles. Celui de Barbara Stiegler, qui appelait à réinventer la mobilisation, la grève et le sabotage. Et celui de Hannah Arendt, qui invitait à faire de la désobéissance un acte de résistance par le travail, et non un acte de renoncement au travail. Plus que jamais, créer, c'est résister. Et résister, c'est créer. Ouais, il va nous falloir résister pour poser la question de la valeur. Et moi qui sais maintenant qui est mon ennemi, je sais qui je suis. Je vais refuser de porter leurs armes. Je suis un enfant de 1973, en quête de savoir, de liberté, et du droit à une vie digne. Capitaine Elbator, j'arrive!